Destin tragique. L'affaire Andrea Baumann. Disparition d'une enfant adoptée. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destin tragique, le podcast qui explore les parcours captivants et souvent tragiques de personnes connues ou inconnues à travers le monde. Avril 2010. Cathy Terkanian, une infirmière à la retraite, reçoit une lettre qui va bouleverser sa vie. Sa fille, qu'elle avait donnée en adoption en 1975, aurait disparu quelques 2 décennies plus tôt à la suite d'une fugue. Cet enfant, qu'elle avait baptisé Alexis Badger, a été adopté à l'âge de 10 mois par la famille Baumann avant d'être renommé Andrea par le couple. Le 11 mars 1989, à l'âge de 14 ans, Andrea disparaît de la propriété familiale. Son père adoptif, Denis Baumann, signale sa disparition aux autorités, affirmant qu'Andrea s'est enfuie après lui avoir volé de l'argent et des affaires personnelles. La police classe l'affaire comme une fugue et les recherches sont rapidement abandonnées. La jeune fille aurait pu tomber dans l'oubli à tout jamais, mais sa mère biologique, Cathy Terkanian, maintenant au courant des faits, décide de dédier sa vie à sa quête de vérité. Alors qu'est-il vraiment arrivé ce soir de mars 1989 ? Et où se trouve Alexis ? Est-elle toujours en vie ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, car l'histoire d'Alexis Badger ou d'Andrea Baumann commence maintenant. 10 avril 2010. C'est un samedi matin baigné d'une lumière printanière douce amère. Cathy Terkanian, les cheveux poivre et sel entourant son visage aux traits marqués par le temps, s'extirpe avec une légère raideur de son fauteuil à bascule. Le tic-tac régulier de la pendule, héritage de sa grand-mère, rythme ses pas lents à travers le salon aux meubles anciens et aux bibelots en tout genre, témoins d'une vie simple et rangée. Infirmière à la retraite, Cathy a troqué l'effervescence des couloirs des hôpitaux contre le calme apaisant de sa maison de banlieue. « Edward, je vais chercher le courrier », lance-t-elle à son mari, absorbé dans la lecture du journal. « Ne traîne pas trop, chérie, le café va refroidir », lui répond Edward sans lever les yeux de ses pages. Cathy enfile son cardigan en laine beige, usé mais confortable, et sort sur la véranda. L'air frais du matin, parfumé par les jacinthes de son jardin, lui picote agréablement les narines. Elle descend les quelques marches qui mènent à l'allée gravillonnée et se dirige vers la boîte aux lettres en fer forgé, ornée d'un motif floral délicat. En ouvrant la boîte, son regard se pose sur une enveloppe blanche, impersonnelle, portant le cachet officiel des services sociaux. Un frisson involontaire lui parcourt l'échine. Elle sent, sans pouvoir l'expliquer, qu'une mauvaise nouvelle l'attend. Encore des factures, murmure-t-elle, tentant de se rassurer. Mais son cœur bat plus vite, une appréhension sourde l'étreignant. De retour dans son salon, Cathy s'installe à la table de la cuisine, une tasse de café fumant à portée de main. Elle hésite un instant, puis déchire l'enveloppe avec précaution. Le papier crépite doucement sous ses doigts. Elle déplie la lettre et commence à lire. Les mots, d'abord anodins, prennent rapidement une tournure alarmante. Il est question d'une fille née Alexis Badger il y a 35 ans, d'une adoption, d'un nouveau nom, Andrea Baumann, et puis le coup près tombe. Disparition, 1989. Cathy relit le passage, incrédule. Alexis, Andrea, sa fille, l'enfant qu'elle avait été contrainte d'abandonner, a disparu depuis plus de 20 ans. Ses mains tremblent, la tasse de café cliquette contre la soucoupe. Le souffle lui manque. Elle se lève, titube, cherchant désespérément de l'air. « Edward !» appelle-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Edward, viens vite !» Edward accourt, inquiet. Il la trouve appuyée contre le comptoir, ses yeux fixés sur la lettre. « Qu'est-ce qui se passe, Cathy ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Cathy lui tend la lettre, incapable de prononcer un mot. Edward lit à son tour, son visage se fermant peu à peu. Le silence se fait pesant, seulement troublé par la respiration irrégulière de Cathy et le tic-tac implacable de la pendule. Les services sociaux expliquent avoir été contactés par la police du Michigan, reprend enfin Cathy, la voix brisée. Ils ont besoin d'un échantillon ADN. Ils ont retrouvé un cadavre. Ils pensent que ça pourrait être Alexis. Les mots se brisent dans un sanglot. Cathy s'effondre en larmes, terrassée par une douleur insoutenable.
L'espoir secret qu'un jour sa fille reviendrait la chercher s'évanouit en un instant. La réalité brutale et impitoyable la frappe de plein fouet. Édouard la prend dans ses bras, la serrant fort contre lui. Il ne trouve pas les mots justes pour la consoler. Il sait que rien ne pourra apaiser la souffrance de Cathy. 23 juin 1974. Cathy n'oubliera jamais ce jour. À 16 ans, elle découvre le monde glacial de la maternité dans une chambre d'hôpital de la Nouvelle-Orléans. Alexis Miranda Badger, sa fille, vient de naître. Mais il n'y a pas de joie, pas de félicitations sincères. Sa mère, une femme au visage durci par une vie de labeur et de désillusion, la regarde avec une impatience froide. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire avec ça maintenant lance sa mère d'une voix rauque. Cathy serre Alexis contre elle instinctivement. Je vais la garder, maman, je vais m'en occuper. Sa mère ricane et assène d'un ton sec et amer. Toi, t'occuper d'un bébé T'as même pas les moyens, Cathy. T'as à peine de quoi te nourrir toi-même. Les mots de sa mère sont comme des gifles. Cathy baisse les yeux, honteuse. Elle sait que sa mère a raison. Elles vivent dans une pauvreté crasse, dans un quartier où la violence et la drogue sont monnaie courante. Je sais, maman. Mais je vais trouver un moyen, murmure Cathy, sa voix tremblant légèrement. Je vais travailler, je vais... Sa mère l'interrompt, levant une main sèche. Tu ne comprends pas, Cathy. Ce n'est pas une question d'argent. Tu es trop jeune, trop naïve. Tu ne sais rien de la vie. Ce bébé a besoin d'une vraie mère, quelqu'un qui peut lui offrir un avenir. Les larmes montent aux yeux de Cathy, mais elle refuse de pleurer devant sa mère. Sa mère a toujours été comme ça, dure et impitoyable. Tu n'es pas prête à être mère, Cathy. Cet enfant mérite mieux que toi. Les paroles de sa mère résonnent dans la tête de Cathy pendant des mois. Elle aime sa fille plus que tout au monde, mais elle sait que sa mère a raison. Elle ne peut pas lui offrir la vie qu'elle mérite. Quelques mois plus tard, lorsqu'Alexis a 9 mois, elle prend sa décision. Maman, je vais la donner en adoption, annonce Cathy, sa voix presque inaudible. Sa mère hoche la tête sans surprise. C'est la meilleure chose à faire, Cathy. Tu verras, tu t'en remettras. Mais Cathy sait que jamais elle ne se remettra de cette perte. Elle sait qu'une partie d'elle mourra avec Alexis. Au même moment, Denis et Brenda Bowman, un couple uni et aimant, se préparent à accueillir un enfant dans leur foyer. Brenda, une femme élégante aux cheveux blonds vénitiens et au sourire radieux, inspecte la chambre de bébé, vérifiant une dernière fois que tout est parfait. Denis, un ancien réserviste de la marine au regard franc et au sourire chaleureux, entre dans la pièce, portant une boîte de jouets. Alors, ma chérie, tout est prêt demande-t-il, déposant la boîte sur le sol. Brenda se tourne vers lui, les yeux brillants d'émotion. Presque, Denis. J'arrive pas à croire qu'elle arrive dans quelques jours. Brenda et Denis sont mariés depuis plusieurs années, mais ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Brenda souffre d'une pathologie à l'utérus qui rend la conception impossible. L'adoption est leur seule chance de devenir parents. Tu sais, je me suis toujours dit que je serais une bonne mère, confie Brenda, sa voix tremblant légèrement. J'ai tellement d'amour à donner. Denis s'approche d'elle et la prend dans ses bras. Tu seras une mère formidable, je n'en ai jamais douté. Ils ont choisi un nom pour leur future fille. Andrea Michelle Baumann. Un nom qui sonne comme une promesse, une renaissance. Ils veulent lui offrir un nouveau départ, une vie remplie d'amour et de bonheur. Mais revenons à avril 2010. Cathy, après avoir appris que sa fille avait disparu depuis plus de 20 ans, reprend peu à peu ses esprits. Elle décide quelques semaines plus tard de se rendre à une conférence sur les personnes disparues dans le Michigan, espérant trouver des réponses ou des pistes qui pourraient l'aider dans sa recherche. Elle y rencontre d'autres familles qui ont vécu des expériences similaires, des experts en enquête et des bénévoles qui offrent leur aide. À partir de ce moment, Cathy se lance à corps perdu dans la recherche de la vérité. Elle commence par contacter les autorités locales, espérant obtenir des informations sur l'enquête initiale sur la disparition d'Andrea. Mais elle se heurte à un mur de silence et de bureaucratie. Les policiers semblent peu enclins à rouvrir une affaire classée comme une simple fugue depuis plus de 20 ans. Nous avons fait tout ce que nous pouvions à l'époque, lui dit un policier. Il n'y a pas de nouvelle piste et l'affaire est classée. Mais Cathy refuse d'accepter cette réponse. Elle est convaincue que quelque chose de terrible est arrivé à sa fille, et elle est déterminée à le découvrir coûte que coûte. Elle décide alors de mener sa propre enquête et se rend à Hamilton, dans le Michigan, la dernière ville où Andrea a été vue. Elle interroge les anciens voisins des Bowman, les amis d'Andrea, et les membres de la communauté locale. Elle découvre rapidement que la disparition d'Andrea a laissé des cicatrices profondes dans la petite ville. C'était une fille gentille et pleine de vie, lui dit une ancienne amie d'Andrea. Nous étions inséparables. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait simplement fugué.
Cathy apprend également que des rumeurs circulaient sur des relations tendues entre Andrea et son père adoptif, Dennis Bowman. Certains voisins évoquent des disputes fréquentes et des comportements étranges de la part de Dennis. Il était toujours bizarre avec Andrea, hein, lui dit un voisin. Il la regardait d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Ces témoignages renforcent les soupçons de Cathy et la poussent à creuser plus profondément dans le passé de la famille Bowman. Elle découvre que Dennis Bowman a des antécédents judiciaires et qu'il a également été soupçonné d'abus sur d'autres enfants. Plus alarmant encore, elle apprend que Dennis Bowman a été condamné dans le passé pour agression sexuelle sur mineurs, un crime pour lequel il a purgé une peine de prison lorsqu'Andrea était enfant. Cathy comprend alors que Dennis Bowman est un homme dangereux et qui pourrait être responsable de la disparition d'Andrea. Elle décide de se concentrer sur lui, espérant trouver des preuves qui pourraient le relier à la disparition de sa fille. Elle engage un détective privé pour surveiller les mouvements de Dennis et pour recueillir des informations sur sa vie actuelle. Elle utilise également les réseaux sociaux pour trouver d'anciens amis et connaissances de Dennis, espérant obtenir des témoignages qui pourraient l'incriminer. Au fil des mois, Cathy recueille de plus en plus d'informations sur Dennis Bowman. Elle apprend qu'il a déménagé sur un nouveau terrain depuis la disparition d'Andrea et qu'il a toujours eu des problèmes d'argent et de comportement. Pire encore, Cathy apprend par les anciennes amies d'Andrea que Dennis aurait agressé sexuellement sa fille pendant plusieurs années avant qu'elle ne disparaisse. Au même moment, les résultats de l'analyse ADN sur le corps retrouvé dans la région quelques années plus tôt sont revenus. Il ne s'agit pas d'Andrea, mais d'une autre jeune fille. Toutefois, Cathy est convaincue que quelque chose de grave est arrivé à sa fille, voire même que Dennis Bowman, son père adoptif, est coupable du meurtre de sa fille. Elle décide alors de contacter les autorités locales, espérant les convaincre de rouvrir l'enquête sur la disparition d'Andrea. Elle leur présente toutes les informations qu'elle a recueillies, les témoignages des voisins et des amis d'Andrea, les antécédents judiciaires de Dennis Bowman et les incohérences dans son récit sur la disparition d'Andrea. Au début, les policiers restent sceptiques. Ils considèrent l'affaire comme une simple fugue et ils ne veulent pas gaspiller des ressources sur une enquête qui a peu de chances d'aboutir. Mais Cathy insiste. Elle leur explique que Dennis Bowman est un homme dangereux qui a déjà fait de la prison pour tentative de viol et qu'il pourrait faire d'autres victimes s'il n'était pas arrêté. Elle leur montre les photos d'Andrea, une jeune fille pleine de vie, qui méritait de connaître un avenir meilleur. Finalement, la police accepte de rouvrir l'enquête sur la disparition d'Andrea. Il commence par interroger Dennis Bowman, qui nie toute implication dans la disparition de sa fille adoptive. « J'ai rien à voir avec la disparition d'Andrea », leur dit-il. « Elle s'enfuit après m'avoir volé de l'argent en plus. » Mais les policiers ne le croient pas. Ils savent qu'il ment et ils sont déterminés à le faire avouer. Cathy, de son côté, continue encore et encore ses recherches. Elle utilise même un drone pour survoler la propriété des Bowman, espérant découvrir des indices qui pourraient avoir échappé aux policiers. Elle fouille les bois environnants, les champs et les cours d'eau, à la recherche de restes humains ou d'objets appartenant à Andrea. Au fil des jours, Cathy est de plus en plus désespérée. Elle a l'impression de tourner en rond, de ne pas avancer dans sa recherche de la vérité. Elle se sent seule et impuissante face à un mystère qui semble insoluble. Elle commence à douter de ses propres capacités. Elle se demande si elle est vraiment capable de découvrir ce qui est arrivé à sa fille. Elle se demande si elle ne devrait pas abandonner et laisser les autorités s'occuper de l'affaire. Mais elle se souvient alors du visage d'Andrea, de son sourire et de ses yeux brillants. Elle se souvient de la promesse qu'elle s'est faite de ne jamais lâcher prise, de ne jamais abandonner sa fille. Elle reprend alors courage et continue sa recherche de la vérité. Elle sait que ce sera long et difficile, mais elle est déterminée à aller jusqu'au bout, même si cela signifie affronter le pire. Novembre 2019. Cela fait plus de 9 ans que Cathy Terkanian poursuit inlassablement sa quête de vérité quand un événement inattendu vient donner un tournant décisif à l'affaire. Dennis Bowman, déjà soupçonné depuis longtemps, est arrêté. Mais pas pour la disparition d'Andrea. Il est appréhendé pour le viol et le meurtre d'une autre jeune femme, Kathleen Doyle, en Virginie, un crime vieux de plusieurs décennies enfin résolu grâce au progrès de la technologie ADN. L'annonce fait l'effet d'une bombe. Cathy, bien qu'encore loin d'obtenir justice pour Andrea, sent que le vent tourne enfin. L'arrestation de Dennis pour un autre meurtre met en lumière sa nature violente et ses antécédents troubles. Les autorités de Virginie et du Michigan, conscientes de l'opportunité qui se présente, mettent en place une stratégie complexe et savent que Dennis Bowman est un manipulateur, un homme capable de dissimuler ses crimes pendant des décennies, alors ils décident
de jouer sur sa relation avec sa femme Brenda, le seul lien émotionnel qui semble encore le toucher. Dans le cadre d'une opération délicate, Brenda est sollicitée pour convaincre Dennis de révéler ce qu'il sait sur la disparition d'Andrea. On lui fait miroiter la possibilité d'un transfert de Dennis dans une prison du Michigan, plus proche d'elle, en échange de ses aveux. Brenda, tiraillée entre son amour pour son mari et le poids du secret qu'elle porte depuis des années, accepte de collaborer avec les autorités. Pendant ce temps, sur la propriété des Bowman, les enquêteurs s'activent. Ils creusent, sondent le terrain, espérant trouver le corps d'Andrea et apporter enfin des réponses à Cathy Terkanian. Mais les recherches initiales ne donnent rien. Le jardin des Bowman semble garder son secret bien enfoui. Dennis, de son côté, continue de nier toute implication dans la disparition de sa fille adoptive. Au cours de conversations téléphoniques avec Brenda, minutieusement enregistrées par les autorités, il maintient son innocence, affirmant qu'Andrea s'est enfuie et qu'il ignore ce qui lui est arrivé. Mais les enquêteurs savent que Dennis ment. Ils sentent qu'il est sur le point de craquer. Un jour, à la fin de l'année 2019, Dennis demande à Brenda de lui rendre visite en prison. Il insiste pour lui parler seul, sans la présence des autorités. Il a quelque chose à lui dire, un secret qu'il ne peut plus garder. Lors de cette conversation cruciale, filmée par les autorités, Dennis livre une version glaçante des événements. Il raconte que le jour de la disparition d'Andrea, il est rentré chez lui et a surpris sa fille sortant de sa chambre. Il lui a demandé ce qu'elle faisait là, et elle lui a répondu qu'elle quittait la maison. Elle a ajouté que s'il essayait de l'en empêcher, elle révélerait à tout le monde qu'il la molestait. Pris de panique, Dennis avoue avoir frappé Andrea, qui est tombée dans les escaliers. En la voyant morte, il a eu peur de retourner en prison. Il a alors décidé de dissimuler son corps. Il l'a transporté jusqu'à la grange, où il est resté plusieurs jours. Il a brûlé son sac de voyage et son manteau. Il a ensuite tenté de mettre le corps dans un baril en carton, mais comme il était trop grand, il lui a coupé les jambes. Il a finalement déposé le baril près des poubelles du voisin, un jour de ramassage des ordures. Mais les enquêteurs ne croient pas à cette version des faits et sont convaincus que Dennis leur cache encore quelque chose et continuent de surveiller les communications du couple, y compris les lettres que Dennis envoie à Brenda. Dans une lettre datée du 12 décembre 2019, Dennis modifie une partie de son histoire. Il reconnaît qu'Andrea est tombée dans les escaliers, mais il affirme ensuite l'avoir enterrée dans une tombe digne de ce nom, près d'un cimetière local. Il décrit comment il l'a enveloppée dans un linceul blanc, comme une momie, avec des copeaux de cèdre, des clous de girofle et de la cannelle. Il ajoute qu'il s'est rendu sur les lieux plus de 100 fois en 30 ans. Les enquêteurs sceptiques fouillent les environs des cimetières mais ne trouvent rien. Ils demandent alors à Brenda de pousser Dennis à dire toute la vérité. Finalement, au cours d'une énième conversation téléphonique enregistrée, Dennis avoue qu'Andrea est enterrée dans leur jardin. Brenda proteste, lui faisant remarquer qu'il ne vivait même plus là lorsque leur fille a disparu. Dennis rétorque qu'il l'avait mise dans un baril et enterrée dans leur ancienne maison. Puis lorsqu'ils ont déménagé, il a déterré le baril et il l'a transporté avec eux. J'ai creusé le trou et j'ai mis le baril dedans, dit-il. Elle était là depuis tout ce temps. Cette révélation conduit à de nouvelles fouilles qui aboutissent à une découverte funeste. Enfoui sous une dalle de béton, les ouvriers mettent au jour un baril métallique rouillé. À l'intérieur du baril, les experts exhument des restes squelettiques, des vêtements et des objets personnels. L'identification ne tarde pas. Grâce à une analyse ADN, les restes sont formellement identifiés comme étant ceux d'Andrea Bowman. L'adolescente disparue depuis plus de 30 ans a enfin été retrouvée. Pour Cathy Terkanian, c'est un mélange d'émotions contradictoires qui se bousculent dans son cœur. Le soulagement d'avoir enfin des réponses, la douleur de la perte ravivée par la découverte du corps et la colère face à la cruauté de Dennis Bowman. C'est comme si ma fille avait crié dans le jardin pendant des années, confie Cathy, la voix brisée par l'émotion. Enfin, elle peut reposer en paix. Les restes d'Andrea sont remis à Brenda Bowman, l'ex-femme de Dennis et mère adoptive d'Andrea. Ironie du sort, c'est elle qui avait déclaré lors d'une conversation téléphonique avec Dennis qu'elle voulait ramener sa petite fille à la maison dans une très jolie urne. Brenda fait incinérer les restes d'Andrea et propose à Cathy de partager les cendres. Cathy accepte à contre-cœur, mais elle ne peut s'empêcher de ressentir un profond malaise. Le procès de Dennis Bowman s'ouvre en décembre 2021. Accablé par les preuves, il plaide no contest pour le meurtre au second degré d'Andrea. Un choix stratégique qui lui évite un procès potentiellement plus long et risqué. En février 2022,
Il est condamné à 50 ans de prison, dont 35 ans de sûreté. Pour Cathy Terkanian, Andrea a enfin obtenu justice. Quelques semaines plus tard, Dennis Bowman est transféré en Virginie pour purger sa peine à perpétuité pour le meurtre de Kathleen Doyle. La boucle est bouclée. L'homme qui a brisé la vie de 2 jeunes femmes est désormais derrière les barreaux, condamné à payer pour ses crimes. Cathy Terkanian, quant à elle, peut enfin commencer à faire son deuil. Elle sait que la douleur de la perte ne disparaîtra jamais, mais elle trouve un certain réconfort dans le fait d'avoir obtenu justice pour sa fille. Elle se consacre désormais à aider d'autres familles de personnes disparues, utilisant son expérience pour apporter un soutien et un espoir à ceux qui traversent les mêmes épreuves. Comme l'écrivait Agatha Christie, l'amour d'une mère ne connaît ni loi, ni pitié, ni limite. Il pourrait anéantir impitoyablement tout ce qui se trouve sur son chemin.